Aux quatre coins du monde, des sociétés humaines se sont construites au pied de volcans actifs. Le volcan n'est pas dangereux, au contraire, je lui suis reconnaissant tant qu'il n'entre pas en éruption. Ces volcans sont des phares dans le paysage, des points de repère qui nous permettent de nous orienter. Il faut respecter les plus grands. J'ouvre mes rideaux et je dis « Bonjour, monsieur le volcan » et il me répond toujours avec de la fumée. C'est parce qu'on est amis qu'on a juste envie de vivre à ses pieds. Vivre sur ces terres instables a un prix. Du jour au lendemain, les volcans peuvent emporter ce qu'ils ont permis de construire. C'était magnifique et terrorisant à la fois. Les volcans sont les plus beaux paysages sur Terre, mais ils sont aussi parmi les lieux où il est le plus difficile de vivre. Au cours des derniers siècles, plusieurs centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause d'éruptions volcaniques. Pluie de cendres, nuées ardentes, torrents de boue volcanique, coulées de lave. Les peuples des volcans vivent sous une menace permanente. Les régions volcaniques sont particulièrement dangereuses lors d'éruptions. Et c'est assez surprenant qu'aujourd'hui, un demi-milliard de personnes vivent à moins de 100 km d'un volcan actif. Les gens savent que les volcans peuvent être dangereux, mais en fait, ils vivent là parce qu'ils y ont toujours vécu. Pour les hommes et les femmes qui vivent là, l'exil n'est pas une option. Ils occuperont ces terres extrêmes, envers et contre tout. Je pense que c'est dans la nature humaine que d'être attaché à une terre. Reliefs imprenables, remparts de basalte, les éruptions transfigurent les paysages et les peuples des volcans se retrouvent souvent coupés du reste du monde. Au Cap-Vert, une petite communauté de 700 habitants occupe depuis plus de 200 ans l'immense cratère du volcan Pico. De génération en génération, il y perpétue un mode de vie en quasi-autarcie dans cette enclave volcanique coupée du monde. Une gigantesque dépression provoquée par l'effondrement du volcan sur lui-même. Mesurant plus de 9 km de diamètre, la Chadas Calderas. Une caldeira, c'est ce qu'il reste d'un volcan qui s'est effondré sur lui-même après qu'une éruption a vidé sa chambre magmatique. Donc on peut avoir d'immenses reliefs dans le paysage qui ne ressemblent pas du tout à un volcan. Parfois, ils sont tellement vastes qu'on ne peut distinguer une structure volcanique que grâce à des vues aériennes. Alcindo est un descendant direct des premiers habitants de la caldeira. Pour lui, le volcan est un repère. Je suis né et j'ai grandi ici. Je vois le volcan tous les jours. Et les jours où je ne le vois pas, je me sens pas bien. Je me sens pas tranquille. Il y a beaucoup de régions à travers le monde où le volcan crée une enclave isolée de l'extérieur. Et on peut y retrouver des spécificités génétiques, culturelles ou religieuses. Moi, je suis de la 5e génération des Montrons. Un Français a débarqué au Cap-Vert, plus précisément ici, à Fogo, au cours du 19e siècle. Apparemment, c'était un homme très apprécié des femmes. Et il a eu beaucoup d'enfants sur l'île. C'est pour ça qu'un grand pourcentage de la population de Fogo porte le nom de Montron. Chadas Calderas, c'est un peu comme les bras du volcan. C'est là que tout le monde vit et chacun y met un jour ses enfants, puis ses petits-enfants. Ici, les générations se succèdent au même rythme que les coulées de lave.
Les enfants font leurs premiers pas sur la roche volcanique et prennent le chemin de l'école, construite dans l'enceinte du cratère. Kathleen est l'institutrice de la caldeira. Elle adapte son enseignement aux spécificités de cet environnement volcanique singulier. Pour eux, c'est l'endroit le plus libre qui soit. Il y a peu de danger et ils peuvent jouer librement. Ils vont où ils veulent. Ils peuvent gravir les montagnes. Pour eux, dans cette caldeira, le ciel n'a pas de limite. Mais ça influe aussi sur leur apprentissage. Il est plus pratique que théorique. Ils ont besoin de quelque chose de plus actif, de plus dynamique. Nous préparons les cours en accord avec leur réalité. On leur apprend à vivre à partir de ce volcan qui est omniprésent dans leur vie. À tel point que lorsqu'on parle de pays en classe, ils vont dire que Chadas Calderas est un pays et que les villes autour sont également d'autres pays. Mais le quotidien paisible des habitants est régulièrement bouleversé par un réveil du Pico, l'un des volcans les plus actifs de la planète. Si vous vivez sur un volcan comme le Fogo, il est probable que vous viviez une éruption au cours de votre existence. Et si vous êtes dans la zone de l'éruption, il y a un vrai risque que votre quartier soit détruit. En 2014, une terrible éruption éclate sur les flancs du volcan. Le Pico déverse durant plus de 70 jours d'immenses torrents de lave incandescentes. Aux premières loges de ce spectacle dantesque, Kathleen et Alcindo assistent fascinés et impuissants à la destruction de leur village. J'ai assisté à l'éruption de 2014. C'était quelque chose de... je ne sais pas expliquer. C'était magnifique et terrorisant à la fois. Ça a été une expérience merveilleuse pour moi, car j'ai pu assister de près à la puissance de la nature. Pour moi, c'était difficile, car j'avais à peine terminé la construction de ma maison. Je ne croyais pas que le volcan pouvait me la reprendre si facilement. Mais je me suis surtout senti triste de ne plus voir la zone où je suis né, la rue où j'ai grandi et l'école où j'ai étudié. Ça, oui, c'était choquant pour moi. Mais d'avoir perdu ma maison, ça ne m'a pas vraiment perturbé. Au lendemain de l'éruption, l'attachement d'Alcindo à cette terre volcanique reste intact. Pour lui, la vie en dehors de la caldeira est inenvisageable. Il ne fait qu'un avec le volcan. Je me considère comme une pierre du volcan. Et quand je monte au sommet, je ressens toujours le même plaisir. Je me sens appartenir à quelque chose. Juste en dessous de Dieu, il y a le volcan. C'est plus que tout. Et grâce à lui, je suis quelqu'un. Certains territoires volcaniques sont si isolés qu'il faut entreprendre un long voyage pour les atteindre. À mes yeux, les îles sont parmi les lieux les plus fascinants que les volcans puissent engendrer. Les volcans forment des îles très reculées. Certaines de ces îles n'émergent qu'à peine des océans. Pourtant, ce sont souvent d'immenses volcans, principalement sous l'eau, et dont on ne voit que la partie émergée, un peu comme pour les icebergs. Les volcans donnent naissance à des environnements uniques au monde, avec une végétation et des reliefs caractéristiques, et des modes de vie très particuliers. Aogashima est l'île la plus éloignée de l'archipel nippon. Malgré l'extrême isolement et la nature volcanique de ces terres,
Une poignée de Japonais s'y est enracinée depuis plusieurs siècles. Située à plus de 350 km des côtes japonaises, balayée par de puissants vents marins, l'île est parfois coupée de tout ravitaillement durant plusieurs semaines. Tadashi Kikuchi exploite la chaleur du volcan pour nourrir sa famille, en cultivant une plante qui jamais ne pousserait sous ces latitudes sans la proximité du magma. Ces patates douces sont là depuis une centaine d'années. Personne ne les a plantées. Il n'y a pas de rizière ici, car il n'y a pas d'eau. Contrairement aux autres îles où l'eau jaillit de la terre, ici elle est absorbée par le volcan. Nous devons donc faire des réserves d'eau potable. On ne pouvait donc pas manger de riz autrefois. La patate douce a toujours été l'aliment principal chez moi depuis que je suis enfant. Grâce au volcan, les champs sont toujours chauds, même en hiver. C'est grâce à cette activité que nous pouvons avoir des cultures si variées sur cette île. Nous sommes nés sur ce volcan si difficile d'accès. Le volcan n'est pas dangereux. Au contraire, je lui suis reconnaissant. Il n'y a aucun danger, pas de gaz toxique tant qu'il n'entre pas en éruption. À Aogashima, le volcan est tantôt un allié, tantôt un adversaire. Akira Takada, volcanologue, étudie l'impact du volcanisme sur la morphologie de l'île et le mode de vie de ses habitants tout au long de l'histoire. D'après les documents de l'ère Edo, les habitants de cette île étaient indépendants et vivaient comme dans une utopie. Les gens mangeaient ce qu'ils pêchaient et vivaient en totale autarcie. Au XVIIIe siècle, une terrible éruption a profondément bouleversé la vie des habitants et remodelé la géographie de l'île. Cette caldeira a connu ses dernières éruptions entre 1781 et 1785. Et ce sont elles qui ont formé le cône que l'on appelle Maruyama. Avant ces grandes éruptions, la caldeira était plate à l'intérieur. Pendant l'éruption, le bateau qui partait pour l'île de Hashijoshima n'était pas assez grand pour tout le monde. Finalement, seul un tiers des habitants a pu être évacué. Tous les autres sont morts sur l'île. Forcés à l'exil, ce n'est que 50 ans plus tard que quelques irréductibles décidèrent de reconquérir leur paradis perdu. Aujourd'hui, leurs descendants sont toujours présents. Ils rendent hommage à leur courage et perpétuent une culture intimement liée au volcan. Nous avons la particularité de faire tourner nos baguettes comme ça, quand nous jouons. Ce geste symbolise les éruptions du volcan. Les tambours Kanju Taiko sont particulièrement importants pour les habitants de Aogashima. Nous continuons de jouer pour honorer nos ancêtres qui sont revenus et se sont battus pour nous offrir la vie que nous avons aujourd'hui. Nous aussi, nous devrons confier cette île et son héritage aux générations suivantes. C'est la danse de l'île et les tambours qui permettent de conserver ce lien. Au fil des générations,
les peuples des volcans ont apprivoisé les reliefs de leurs imposants voisins. Sur le flanc des montagnes vivantes, ils ont construit leur foyer et plongé leurs racines. Mais à tout moment, le réveil des titans peut tout emporter. Environ 10% de la population mondiale vit à proximité d'un volcan qui est entré en éruption au cours des 10 000 dernières années. Des centaines de millions de personnes sont donc à risque. Les dangers volcaniques sont nombreux et bien souvent imprévisibles. Du jour au lendemain, ils peuvent faire d'un paradis terrestre un véritable enfer. Des drames ont lieu quand un volcan entre en éruption dans une région peuplée et que les populations ignorent la nature volcanique des lieux ou méconnaissent les risques. Au moment de l'éruption, si la population ne réagit pas assez vite, alors ce peut être la catastrophe. En 1902, l'éruption de la montagne Pelée en Martinique a été une énorme tragédie. Près de 30 000 personnes ont été tuées en quelques minutes. La ville de Saint-Pierre a été balayée par une nuée ardente qui a dévalé la montagne. Ce sont des avalanches de cendres et de roches à très haute température, plusieurs centaines de degrés Celsius, pouvant se déplacer à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par heure. Les nuées ardentes sont extrêmement dangereuses. Il n'y a quasiment aucune chance de survie. Aujourd'hui, la Martinique porte encore les traces de la plus grande catastrophe volcanique du XXe siècle. Et les descendants des rares survivants, comme Édouard Ancet, sont toujours habités par le traumatisme de la terrible éruption qui emporta Saint-Pierre. C'était le jeudi de l'Ascension, donc les gens étaient à la messe à 8 h et ne se souciaient pas du tout que ce jour-là, ça aurait été le jour de leur fin. Puis il n'y avait pas cette culture du risque, cette culture de la protection, quoi. Hein? Les plus grandes catastrophes volcaniques ont été provoquées par des volcans qui n'étaient pas entrés en éruption depuis très longtemps, voire jamais de mémoire d'homme. Ces éruptions sont les plus dangereuses parce que la population n'a tout simplement pas accès aux informations dont elle a besoin. Ma mère a survécu, j'allais dire, miraculeusement à la catastrophe. Elle avait exactement 8 mois. Ma mère a pu quitter la ville de Saint-Pierre avec sa grand-mère. La catastrophe grondait. Hein. Elles ont pu prendre le bateau et 3 ou 4 jours après, la catastrophe a tout détruit. Au début du XXe siècle, Saint-Pierre était la capitale économique et culturelle de la Martinique et comptait pas moins de 30 000 habitants. Désormais, sa population ne dépasse pas les 4 000 âmes. La ville ne s'est jamais relevée de ce cataclysme volcanique. Saint-Pierre était un grand port. Il y a des marins, des rendez-vous galants. On disait que le volcan était la punition de Dieu. Je vais à Saint-Pierre et que je vois la montagne Pelée, je me replonge malgré moi, quoi, dans des situations d'amitié, d'affection, mais d'affection trahie, voilà, par la montagne. Les volcanologues qui se sont rendus sur l'île après l'éruption ont fait des découvertes et des observations majeures qui ont forgé notre façon de comprendre les volcans aujourd'hui encore. En fait, de nombreuses notions volcaniques, comme par exemple le rôle des gaz dans les éruptions, ont été formulées par des personnes qui ont observé et étudié les conséquences de cette éruption particulière. Donc, c'est un événement fondateur de la volcanologie moderne. Plus de 100 ans après la catastrophe, les débris volcaniques rejetés lors de l'éruption, dissimulés par la dense végétation de l'île, font pourtant peser une terrible menace sur la population. Les lahars. Un lahar est une coulée de boue volcanique.
C'est un torrent composé d'eau et de fines cendres volcaniques. Les éruptions explosives déposent des quantités très importantes de cendres sur les reliefs. Elles peuvent être remobilisées très rapidement par de fortes pluies. Les lahars suivent généralement la topographie. Ils se propagent le long des cours d'eau. Ils se déplacent à plusieurs dizaines de kilomètres par heure. Ils peuvent ensevelir très rapidement les zones habitées, mais ils peuvent aussi causer de lourds dégâts aux infrastructures, telles que les ponts, les réseaux électriques et les bâtiments, parce que les débris volcaniques qu'ils charrient peuvent être très massifs. Le village de Trois-Rivières est traversé par des cours d'eau prenant leur source au sommet du volcan. En cas d'importantes précipitations, la communauté est particulièrement exposée aux lahars, en particulier ses membres les plus vulnérables. Cynthia Combemal, institutrice, a bien conscience du danger. On est proche de la rivière, quand on sent qu'il y a beaucoup de mouvements dans la rivière, on l'entend. Ça fait un bruit particulier et on sait que là, il faut qu'on soit aux aguets et à être prêt à entendre la sirène et à partir. On connaît les risques parce qu'on connaît l'histoire de la montagne Tonnerre, on connaît l'histoire de Saint-Pierre et avant qu'il y ait eu l'éruption, il y a eu plein de signes. Des coulées de boue qui ont emporté des habitations, qui ont emporté, il me semble, 29 ou 30 habitants. Du coup, on est préparé par l'histoire. Les exercices d'évacuation sont une piqûre de rappel pour les nouvelles générations qui n'ont pas connu d'éruption de leur vivant. L'événement de 1902 n'est pas si loin. Mais il fait partie de notre quotidien, de notre paysage. Dans les écoles, il se passe régulièrement des événements pour en parler, pour se rappeler, se remémorer. La mémoire, c'est important. D'un continent à l'autre, les volcans attirent les hommes comme des aimants. Et d'immenses foules se pressent sur leurs pentes. Les volcans sont très attractifs pour diverses raisons. Le tourisme en fait partie, bien sûr, parce que les volcans ont souvent une très bonne couverture neigeuse en hiver. Alors, évidemment, des stations de ski ont été construites sur de nombreux volcans à travers le monde. Évidemment, les volcans peuvent aussi bien être une destination de vacances qu'un lieu où vivre. Comme le Nevados de Chillán, un volcan enneigé situé dans la cordillère des Andes. La neige et le magma ne font pas bon ménage. Ils peuvent engendrer des explosions de vapeur très violentes. Puis, des lahars. Les éruptions du Nevados de Chillán peuvent être de nature différente. Elles peuvent être parfois inoffensives, mais aussi générer des coulées de lave ou des nuées ardentes. La gestion du risque n'est donc pas évidente avec la station de ski à proximité. Les skieurs aiment descendre les pistes, les coulées volcaniques aussi. Et on doit absolument éviter que les deux se rencontrent. Sur les flancs enneigés du Nevados de Chillán, les pisteurs sensibilisent le public aux risques volcaniques et se tiennent prêts à réagir en cas d'alerte. Le travail de pisteur, c'est 80% de prévention. Ça consiste à marquer les pistes, à installer de la signalétique. Nous sommes conscients qu'à n'importe quel moment, le volcan peut se réveiller.
Les risques volcaniques sont signalés sur tous les plans de la station et sur les pistes en haute altitude. On indique aussi les zones qui sont sûres, par où il est conseillé de passer pour une évacuation rapide de la station en cas d'éruption majeure. Nous sommes tous conscients de notre rôle. Autour du volcan, un véritable écosystème de surveillance a été mis en place. Les secouristes travaillent en étroite collaboration avec les volcanologues qui tentent de prévoir l'activité future du Nevados de Chillán. J'analyse les images satellites lorsque le volcan est en activité et j'observe dans quelle direction vont les cendres. Lorsqu'il est probable qu'elles tombent dans cette zone, je viens en collecter un échantillon. Les cendres ainsi collectées permettent aux volcanologues de déterminer la composition chimique du magma, un indicateur clé pour évaluer la dangerosité du volcan. Au pied du volcan, les habitants se sont mobilisés face au danger en fondant le Socorro Andino, une équipe de secouristes bénévoles qui sécurise toute la vallée. Toute réponse à une éruption volcanique n'est réussie que si on parvient à n'oublier personne. Par conséquent, la gestion des personnes particulièrement vulnérables est un aspect essentiel en cas d'éruption. Par exemple, les enfants ou alors les personnes âgées qui vont vouloir s'assurer d'avoir pris suffisamment d'affaires pour pouvoir vivre ailleurs pendant un certain temps. C'est très important que les populations, les autorités et les volcanologues s'accordent là-dessus. René Avila est chargé de maintenir le lien avec les habitants et concevoir avec eux les itinéraires d'évacuation en cas d'éruption. En tant que scientifique, on ne peut pas débarquer brusquement chez les gens et dire « Le sismographe dit qu'il est temps pour vous de faire vos valises et de partir ». Si vous ne vous êtes pas engagé auprès d'eux au cours des dernières années, voire des décennies précédentes, si vous n'avez pas compris d'où ils viennent, ce qu'ils pensent du volcan, ce qui est important pour eux, alors votre communication de crise risque de ne pas fonctionner. Ce que j'aimerais que tu puisses me confirmer, ici, il y a le chemin Shangri-La, puis il y a la route. Quelle est la zone où tu te trouves ? Ah ouais, parfait. La préparation de plans d'urgence est un excellent moyen de réduire les risques associés à l'activité volcanique. Et l'un des aspects de cette préparation consiste à établir des plans d'évacuation. Combien de temps cela leur prendrait-il pour évacuer? Où pourraient-ils aller? Et plus important encore, quel lieu d'évacuation qui ne soit pas potentiellement encore plus dangereux? Tiens, tu peux m'indiquer sur le plan où tu habites? 21? Parfait. Je compte sur lui. C'est mon petit chouchou. Je vois le volcan par la fenêtre de ma chambre. J'ouvre mes rideaux et je dis « Bonjour, monsieur le volcan ». Et il me répond toujours avec de la fumée. D'ailleurs, lorsque je dois faire quelque chose d'important, je m'en remets toujours au volcan. Il est une force de la nature. J'ai grandi ici. J'ai fait ma vie ici. Je n'irai pas vivre ailleurs. Disons que le volcan nous offre beaucoup de choses qui valent largement une éventuelle alerte rouge.
L'Islande est une île qui doit son insularité à son caractère volcanique. Et l'histoire des hommes ne fait qu'une avec celle des volcans. En Islande, à chaque éruption, se rejoue la relation paradoxale que les hommes entretiennent avec les volcans, entre crainte et fascination. Alors, quand une éruption éclate en 2021, non loin de la capitale, plutôt que de fuir le danger, les Islandais se pressent pour en admirer le spectacle. Pendant qu'on se rendait là-haut, tout le monde discutait joyeusement. Il y avait vraiment cette odeur de feu de bois. Un peu comme si on était en camping alors qu'on marchait près d'un volcan. À chaque éruption de lave, on s'écriait tous « Waouh !» On voit des familles arriver pour faire une randonnée, puis s'installer pour pique-niquer. Dans une dizaine d'années, elle pourra dire « Ouais, j'y étais quand ça a commencé ». On ne sait pas quand ça s'arrêtera. Peut-être que ce sera demain ou peut-être dans quelques années. Donc, je voulais être là dès aujourd'hui pour ne rien rater. Waouh, 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 waouh. À un instant donné, il y a en moyenne entre 20 et 40 éruptions volcaniques en cours sur la planète. Mais les médias n'en parlent pas forcément, parce qu'elles ne sont pas toutes meurtrières et destructrices. Souvent, les volcans entrent en éruption et la population fait face et s'adapte. Cette proximité du public avec des coulées actives entraîne certains comportements à risque et pose un véritable défi à la garde civile, chargée d'assurer la sécurité aux abords du volcan. Le volcan est là et il est en train de cracher. On voit le panache de fumée là-bas. Le plus dangereux, c'est le gaz. Le soufre est dangereux. On peut en mourir. Et puis, il y a la proximité de la lave qui peut provoquer des brûlures. Je respecte énormément la nature et ses pouvoirs. Je ressens un mélange de crainte et de respect. C'est merveilleux et unique au monde de pouvoir vivre une éruption de si près. Nous, les Islandais, nous n'avons en général pas peur des éruptions. Elles nous attirent. C'est la première fois qu'une éruption est si proche d'une zone très peuplée. Grosse coulée de lave. C'est formidable. Plein de mètres cubes. Aux quatre coins du monde, de nombreux peuples ont leur terre volcanique chevillée au corps. Leur culture et leur mode de vie sont modelés par le volcanisme. Leur histoire plonge ses racines dans cette terre en mouvement. Lorsqu'une éruption détruit le travail d'une vie, quitter ce territoire n'est pas une option. Ils se relèvent, reconstruisent et tiennent tête au volcan. Lorsque des gens ont été évacués à cause d'une éruption et que leur lieu de vie a été détruit, le plus souvent, ils finissent par revenir pour reconstruire. C'est dans ces moments-là qu'on réalise à quel point on peut être attaché aux terres où nous et nos ancêtres avons grandi. Les habitants de l'île de Kyushu ont eux aussi vécu l'enfer des nuées ardentes. Entre 1990 et 1995, le volcan Unzen relâche plus de 1000 avalanches de cendres incandescentes, bouleversant la vie des habitants.
Remobilisées par les pluies, les cendres expulsées par le volcan forment des torrents de boue destructeurs, emportant tout sur leur passage. Aujourd'hui, les lahars menacent toujours la ville de Shimabara, située au pied de l'Hunzen. Mais l'attachement des habitants à leur terre est bien plus puissant que la peur. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens vivent près des volcans. Néanmoins, quel que soit l'endroit où l'on vit, il y a un lien très fort qui se crée. Si de nos jours, des gens vivent près de volcans actifs, c'est parce que c'est souvent le seul endroit où ils ont toujours vécu. L'une des choses qu'on remarque en discutant avec des gens qui vivent au pied des volcans, c'est qu'un volcan crée un sentiment d'attachement très fort. Cela vient de la beauté du paysage, des ressources qu'il offre, mais aussi du lien étroit avec les générations précédentes qui y ont vécu. Monsieur Honda, habitant de Shimabara, a vécu les terribles éruptions du début des années 90. Sa maison est la seule de son quartier à avoir échappé à la destruction. Le mont Hunzen est pour nous comme un dieu. Nous ressentons une émotion typiquement japonaise d'appartenance à cette terre. Je veux être ami avec le mont Hunzen, pour toujours. Aujourd'hui, des arbres déracinés par les lahars et charriés par les flots de boue ont comme par miracle repris vie au beau milieu de son jardin. Un symbole pour cet homme qui entretient un lien spirituel avec les forces de la nature. Cet arbre s'appelle Kusunoki. Il symbolise la survie. Il me rappelle la catastrophe. Selon la pensée shintoïste, j'ai hérité du désir des arbres de s'enraciner ici. C'est pourquoi je suis resté. Même si le volcan entre à nouveau en éruption et qu'un autre désastre se produit, c'est l'endroit où je me sens en paix. Il n'y a qu'ici que mon esprit se sent à l'aise, seulement ici. Pour permettre aux habitants de rester sur les terres de leurs ancêtres, les autorités ont décidé de contrer les assauts du volcan en investissant massivement dans un chantier pharaonique. Sur les flancs du Hunzen, ils ont bâti d'immenses barrages appelés sabots. La zone du chantier est extrêmement exposée aux risques volcaniques. Pour réaliser ces travaux colossaux, les Japonais ont développé un système ingénieux permettant de contrôler les équipements de construction à distance. Monsieur Matsui dirige ce chantier unique au monde. Les lahars sont un phénomène naturel, lié aux précipitations abondantes. On ne peut pas empêcher ce phénomène. Nous avons donc pensé à un système limitant les dégâts au maximum. Par exemple, nous avons creusé le stockbroker pour arrêter les roches et la terre, permettant ainsi de réduire les dégâts de façon significative. Ici, les hommes s'affairent sur un chantier sans fin. Car après chaque passage de lahar, ils doivent à nouveau creuser les immenses tranchées qui protègent la ville de son impétueux voisin. Ce véritable travail de Sisyphe est le prix à payer pour occuper ces terres sans cesse labourées par le volcan.
Pour anticiper ces colères, des appareils de surveillance et de mesure ultra sophistiqués ont également été installés sur le site. Une cinquantaine de caméras, des sismographes, des pluviomètres et des distancemètres scrutent le volcan en permanence. Et un système de contrôle par ondes magnétiques permet de mesurer en temps réel les mouvements au sommet du volcan. Cette machine met 7 minutes à faire l'aller-retour. Nous recevons donc des mesures toutes les 7 minutes, ce qui équivaut à recevoir des données 200 fois par jour. Par conséquent, nous sommes très vite alertés du moindre changement sur les dômes de lave. Au Japon, à force de persévérance, les hommes parviennent aujourd'hui à tenir tête au volcan. Le sentiment d'appartenance à la Terre est très fort au Japon. Les gens sont retournés vivre sur leurs propriétés, sur des terres qu'ils tiennent de leurs ancêtres, qui eux-mêmes les tenaient de leurs ancêtres. Ils souhaitent rester ici au Japon. C'est une communauté qui a développé une grande solidarité. Même si une autre catastrophe intervient, je pense qu'ils resteront. Mais parfois, la destruction libérée submerge les hommes par sa violence démesurée. À Montserrat, une petite île des Caraïbes, une éruption a totalement recouvert la capitale Plymouth sous d'épaisses couches de cendres, forçant ses habitants à l'exil. Il faut respecter les plus grands. On dit de respecter ses aînés. Il faut aussi respecter le volcan. Keith Phillips se remémore ces terribles événements qui, entre 1995 et 1997, ont emporté sa ville natale. On pensait que la lave était dangereuse, mais les flux pyroclastiques le sont encore plus, à cause de leur grande vitesse et de leur chaleur. Les explosions sont soudain devenues plus puissantes. Lors d'une explosion, même à 10 h du matin, avec un grand soleil, tout d'un coup, il faisait nuit. Nous en avions entendu parler, mais nous n'y avons jamais cru. Ce n'est pas une obscurité normale. C'est une obscurité très sombre, avec une odeur de cendre dans l'air. Et c'est vraiment très étrange et plutôt effrayant. Les lampadaires s'allumaient, les voitures devaient s'arrêter. On ne pouvait pas voir sa main devant son visage. Il fallait attendre que ça passe. Les explosions étaient si fortes qu'on voyait des éclairs au sommet, au milieu du nuage de cendres, comme une tempête créée par le volcan. Le problème de l'éruption de Montserrat était qu'il s'agissait d'une éruption de longue durée. Donc, un ordre d'évacuation a été lancé pour toute la partie sud de l'île. Je vivais avec ma mère. Nous avons tout laissé, la télévision, les meubles, en pensant qu'un jour nous pourrions rentrer. Mais on n'est jamais revenu. La capitale de Montserrat, Plymouth, était une communauté et un centre dynamique disposant d'un port. Les nuées ardentes ont petit à petit enterré cette cité sous les cendres. Et évidemment, quand vous avez tous ces dépôts de nuées ardentes qui sont restés chauds pendant des années,
vous vous retrouvez avec une ville complètement inhabitable aujourd'hui encore. Aujourd'hui, Plymouth est devenue une véritable ville fantôme. Lorsqu'il parcourt les rues désertes de Plymouth, Keith retrouve sous la cendre les souvenirs d'une communauté pleine de vie. L'éruption n'a pas rompu le lien fusionnel qui lie les habitants de Montserrat à ce territoire volcanique. Après une exode massive des habitants aux quatre coins du monde, ils sont nombreux, comme Keith Phillips, à être revenus de leur diaspora pour reconquérir ces terres confisquées par le volcan. Si les gens peuvent rester, ils le feront. Le monde verra que les gens de Montserrat se battront jusqu'au bout. Je crois que nous sommes tous prêts à nous battre pour notre mode de vie. L'île ne fait que 100 km². Et le volcan en a détruit une grande partie. Mais notre paradis est encore là. Installés sur une partie de l'île épargnée par l'éruption, les habitants de Montserrat n'ont pas pour autant renoncé aux terres ravagées par les nuées ardentes. Petit à petit, ils reconquièrent leur île dans un fragile équilibre entre gain et risque. D'une part, il faut apporter une aide urgente pour gérer le danger de mort. Mais il faut aussi soutenir à long terme leurs moyens de subsistance, parce que les gens resteront dans ces régions. Et parce que c'est là qu'ils travaillent. Une des choses qu'on dit de Montserrat, c'est que le volcan a créé de nouveaux biens immobiliers. Il a créé plus de 200 ou 300 millions de mètres cubes de matériaux, dont une grande partie est constituée de sable et de gravier, incroyablement utile pour la construction. Ils ont donc commencé à l'exploiter. Aujourd'hui, Montserrat renaît de ses cendres grâce à la persévérance de ses habitants. Le sable issu de l'éruption, traité et exporté dans toutes les Caraïbes, est devenu la première ressource économique de l'île. Autrefois facteur de destruction, les matériaux volcaniques servent aujourd'hui à construire un avenir pour Montserrat. Les gens vivent sur les volcans pour des tas et des tas de raisons différentes. Et parfois, c'est par pure nécessité. Ce sont souvent les populations les plus pauvres qui sont les plus exposées à ce type de menaces volcaniques et qui n'ont peut-être pas la possibilité de vivre ailleurs. Parfois, les gens n'ont pas le choix quand ils s'installent dans une zone risquée, car notre planète n'est pas infinie. Mais bien souvent aussi, il reste de génération en génération, car quand on est quelque part, on finit par aimer cet endroit, quel qu'il soit. Au Cap-Vert, après l'éruption de 2014, les habitants de la caldeira sont revenus sur leurs terres et se sont lancés dans un long travail de reconstruction. Évacué de la caldeira par les autorités lors de l'éruption, Alfredo n'a pas hésité à regagner sa terre natale, qu'il considère comme son unique foyer. Je suis retourné avec ma famille ici à Tcha, parce qu'ici nous y sommes plus à l'aise. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Je connais très bien Tcha. Je raconte à ma fille tout ce que je connais du volcan. Je lui raconte que j'ai vécu 2 éruptions volcaniques. Je lui explique comment on réagit lorsque le volcan explose et que la lave passe par ici.
Les personnes qui vivent à proximité de volcans actifs développent une connaissance empirique de l'activité, par l'observation visuelle, mais aussi par les sons émis, la quantité de vibrations ou la sismicité ressentie. Le risque est donc un mélange complexe entre les dangers liés à l'activité des volcans et la capacité des gens à bien réagir. J'aime travailler cette pierre, car c'est l'une des plus jeunes de la planète. Je me sens heureux ici. Je me sens bien. Je suis revenu construire un autre Funko. C'est ici que je me sens bien. Moi, je vis de l'agriculture ici, à Cha. Notre volcan a toujours été notre ami, parce qu'il nous prévient avant d'exploser et nous donne le temps de réagir. C'est cette relation qui fait qu'on peut vivre à ses pieds. Les habitants des volcans ont développé une relation unique avec leurs imposants voisins. Un lien fait d'attachement, de crainte et de respect. Je pense qu'il y a toujours eu ce mélange d'attirance et de répulsion entre les hommes et les volcans. Il y a une tension très intéressante entre notre façon de comprendre les volcans et leur rôle dans le monde. Pour survivre sur ces terres extrêmes, les volcanologues restent leurs meilleurs alliés. Même s'il était possible de faire des prédictions parfaites, si on ne pouvait pas les communiquer aux populations locales, alors nous n'aurions pas bien fait notre travail. Donc je pense que dans les années à venir, c'est un domaine que l'on va encore et encore essayer d'améliorer pour mieux protéger les populations.